Dans les bas-fonds du monde criminel, là où l'avidité et le désespoir s'affrontent, une effrayante affaire de meurtre pour le compte d'autrui s'est déroulée en 1988. Au centre de cette odieuse machination se trouvait Kenneth Eugene Smith, un homme dont les actes allaient finalement le conduire à devenir le premier individu à être exécuté au gaz dans le couloir de la mort aux États-Unis. Aujourd'hui, nous nous penchons sur les événements glaçants qui ont abouti à cette exécution historique. La mort par le gaz. Dans la nuit fatidique du 25 janvier 2024, au centre correctionnel William C. Holman d'Atmore, en Alabama, Kenneth Eugene Smith est devenu le premier détenu des États-Unis à être exécuté par hypoxie à l'azote. Son crime ? Un meurtre pour le compte d'autrui. Smith a été exécuté pour le meurtre d'Elizabeth Sennett en 1988. Cette méthode d'exécution, qui vise à asphyxier l'individu en le forçant à inhaler de l'azote pur, a fait l'objet d'un débat intense et d'un examen minutieux. Le recours à cette méthode a suscité une vive controverse, les experts s'inquiétant du risque de souffrances inutiles qu'elle comporte. L'exécution a eu lieu dans la nuit de jeudi à vendredi, au centre correctionnel d'Atmore. Le commissaire de l'administration pénitentiaire de l'Alabama, John Q. Hamm, a donné des précisions sur l'exécution. Il a révélé que l'exécution avait commencé à 19h53 et que le masque d'azote avait été maintenu sur Smith pendant environ 5 minutes après qu'il eut perdu connaissance. L'utilisation de l'hypoxie azotée comme méthode d'exécution n'avait jamais été tentée auparavant aux États-Unis, ce qui en fait un moment historique dans le domaine de la peine capitale. Smith était vêtu de son uniforme de prisonnier, mais recouvert d'un drap blanc jusqu'à la poitrine. Smith était allongé sur le brancard, avec une légère inclinaison, les bras étendus sur le côté. Il était attaché à 2 endroits, l'un autour de l'estomac et l'autre autour de la partie supérieure de la poitrine. M. Smith a passé ces dernières 24 heures à recevoir la visite d'amis et de membres de sa famille, dont sa femme. Il a pris son dernier repas, composé d'un steak, de pommes de terre rissolées et d'œufs. Après la lecture de l'arrêt de mort et l'administration des derniers sacrements par le révérend Jeff Hood, conseiller spirituel de Smith, un membre du personnel a bouché un orifice sur le masque, déclenchant ainsi le flux d'azote. Smith a eu des convulsions pendant 2 minutes, suivies de 7 minutes de respiration difficile caractérisées par des inspirations profondes. John Hamm a fait remarquer qu'il semblait que Smith essayait de retenir sa respiration le plus longtemps possible. Il essayait désespérément de lutter contre la mort dans ces derniers instants. Les derniers mots de Smith ont été « Ce soir, Alabama a fait faire un pas en arrière à l'humanité. Je pars avec amour, paix et lumière. Merci de m'avoir soutenu. Je vous aime tous. » Selon des témoins oculaires qui se trouvaient à ses côtés au moment de l'exécution, M. Smith a également fait le signe « Je t'aime » en langage des signes. Un rapport indique également que Smith a semblé trembler et se tordre sur le brancard pendant au moins 2 minutes au début de l'exécution. Ce qui a amené les témoins oculaires à se demander si cela était attendu ou une indication de souffrance. Toutefois, le commissaire Hamm a répondu à ces préoccupations en expliquant que les mouvements de M. Smith étaient prévisibles et résultaient de contractions musculaires involontaires et d'une respiration en biais associées à l'hypoxie due à l'azote. L'exécution ne s'est toutefois pas déroulée sans son lot de controverses. Des rapports indiquant que Smith semblait trembler et se tordre sur le brancard pendant au moins 2 minutes au début de l'exécution. Des questions ont été soulevées quant au niveau de souffrance impliqué. L'exécution a connu un bref retard d'environ 45 minutes en raison d'un problème technique. Il s'est avéré qu'il y avait un petit problème avec les lignes d'électrocardiogramme, ce qui a retardé l'obtention d'une bonne lecture. Malgré ce retard, l'exécution s'est déroulée comme prévu, laissant de nombreuses personnes s'interroger sur les implications de cette nouvelle méthode d'exécution. Il avait survécu à une tentative d'exécution ratée 2 ans plus tôt. En novembre 2022, Kenneth Eugene Smith a été conduit dans la chambre de la mort du centre correctionnel de Holman pour y être exécuté par injection létale. Mais le destin en a voulu autrement. 90 minutes avant l'expiration de son mandat d'arrêt, l'exécution a été annulée. Le personnel de l'administration pénitentiaire n'a pas réussi à installer une 2e ligne intraveineuse nécessaire à l'administration des drogues létales. Cette tentative d'exécution ratée a laissé Smith avec un syndrome de stress post-traumatique, ajoutant encore à la complexité et à la controverse autour de son cas. La bataille juridique s'est poursuivie, les avocats de M. Smith contestant le protocole de l'exécution prévue. Ils ont fait valoir que Smith serait la première personne à subir la méthode non testée de l'exécution au gaz azoté, ce qui soulève des inquiétudes quant à sa constitutionnalité et au risque de souffrance prolongée. En outre, ils ont affirmé que le masque utilisé dans la procédure pourrait empêcher Smith de prier à haute voix pendant ces derniers instants. L'affaire a finalement été portée devant la Cour suprême des États-Unis, qui a rejeté les appels interjetés par M. Smith. Mercredi et jeudi, les 3 juges libéraux de la Cour ont exprimé leur désaccord.
soulignant leur préoccupation quant à la violation, par la méthode, des protections du 8e amendement contre les châtiments cruels et inhabituels. La juge Sonia Sotomayor a fait part de ses appréhensions, déclarant que l'Alabama avait choisi Smith comme cobaye pour tester une méthode d'exécution nouvelle et non éprouvée. Le monde entier avait les yeux rivés sur cette apocalypse morale imminente. N'ayant pas réussi à tuer Smith lors de sa première tentative, l'Alabama l'a choisi comme cobaye pour tester une méthode d'exécution jamais tentée auparavant, a écrit la juge Sonia Sotomayor. Le monde regarde. Le révérend Smith et le révérend Jeff Hood, son conseiller spirituel, ont déclaré « Les yeux du monde sont rivés sur cette apocalypse morale imminente », dans une déclaration faite dans l'après-midi du jour de l'exécution. « Nous prions pour que les gens ne tournent pas la tête », a ajouté le révérend Hood. « Nous ne pouvons tout simplement pas normaliser l'étouffement des uns et des autres. » Malgré l'opposition croissante, l'exécution a eu lieu comme prévu lors de cette soirée fatidique. Smith est déclaré mort à 20h25 dans la nuit du 25 janvier 2024. Meurtre à gages. La mort d'Elizabeth Sennett a plongé sa famille et la communauté dans une grande tristesse. Sa vie a été tragiquement interrompue par des tueurs à gages. Le mari d'Elizabeth, le révérend Charles Sennett, cherchait à toucher l'argent de l'assurance et avait mis au point un plan pour faire assassiner sa femme. C'est alors qu'entre en scène Kenneth Eugene Smith, accompagné de ses complices, John Forrest Parker et Billy Gray Williams. Ils ont pour mission de commettre un meurtre de sang-froid qui changera à jamais la vie des personnes impliquées. Sennett allait payer chacun des hommes $1 000 pour le meurtre. Née par une chaude journée d'été dans les années 1950, Elizabeth a grandi dans un foyer modeste avec ses parents et ses frères et sœurs. Dès son plus jeune âge, elle fait preuve d'une nature compatissante et d'un véritable désir d'aider les autres. En devenant une jeune femme, l'esprit d'entraide d'Elizabeth n'a fait que se renforcer. Elle était connue pour son dévouement inébranlable à sa famille, faisant toujours passer leurs besoins avant les siens. Son altruisme s'est étendu au-delà de sa famille proche, puisqu'elle est devenue un pilier de soutien pour ses amis et ses voisins. À la fin de son adolescence, Elizabeth a rencontré l'amour de sa vie, Charles Sennett. Leur connexion a été instantanée, et leur histoire d'amour s'est déroulée comme un conte de fées. Ils se sont mariés lors d'une petite cérémonie, entourés de leurs amis les plus proches et de leur famille, et leur lien n'a fait que s'approfondir au fil des ans. Ensemble, Elizabeth et Charles se sont lancés dans un voyage de foi et de service. Charles est devenu pasteur et Elizabeth s'est tenue à ses côtés, le soutenant dans sa vocation. Ils ont construit leur vie ensemble, élevant 2 fils et chérissant les joies de devenir grands-parents. Le dévouement d'Elizabeth pour sa famille était sans égal. Elle s'est investie corps et âme dans la création d'un foyer chaleureux et aimant, où les rires et l'amour étaient omniprésents. Elle était une source constante de force et de conseils pour ses enfants, leur inculquant les valeurs de la compassion, de l'intégrité et de la foi. Au-delà de son rôle d'épouse et de mère, Elizabeth était un membre actif de sa communauté. Elle s'est portée volontaire pour des œuvres de bienfaisance locale, a organisé des collectes de fonds et a tendu une main secourable à toute personne dans le besoin. Sa gentillesse et sa générosité ont touché la vie d'innombrables personnes et lui ont valu le respect et l'admiration de tous ceux qui l'ont connue. Mais la tragédie allait frapper en ce jour fatidique de mars 1988, brisant la paix et l'harmonie qu'Elizabeth avait travaillé si dur à cultiver. Alors que son mari rentre chez lui après son service à la Westside Church of Christ, il découvre Elizabeth gisant dans une mare de son propre sang, sa vie lui ayant été cruellement enlevée. La nouvelle du meurtre d'Elizabeth a provoqué une onde de choc au sein de la communauté, laissant amis, familles et voisins dans un état d'incrédulité. Comment une personne si pleine d'amour et de gentillesse a-t-elle pu connaître une fin aussi violente? La communauté s'est rassemblée, unie dans sa douleur et déterminée à obtenir justice pour Elizabeth. L'enquête sur le meurtre d'Elizabeth Dorlene Sennett a débuté par une activité intense, les forces de l'ordre travaillant sans relâche pour découvrir la vérité sur sa mort tragique. Au départ, la théorie dominante était qu'Elizabeth avait été victime d'un cambriolage qui avait mal tourné. Les preuves semblaient confirmer cette hypothèse, puisque des objets avaient été dérobés dans la maison, notamment une chaîne stéréo et un magnétoscope. Le verre brisé de l'armoire à pharmacie laissait penser que les intrus cherchaient peut-être de la drogue, ce qui a conduit les enquêteurs à penser qu'Elizabeth avait interrompu les voleurs et avait été attaquée par la suite. Cependant, en passant méticuleusement la scène de crime au peigne fin, certains éléments ne concordent pas, jetant le doute sur la théorie initiale. Les détectives savaient que dans ce genre d'affaires, il était essentiel de commencer l'enquête en innocentant les personnes les plus proches de la victime. Le révérend Charles Sennett, le mari d'Elizabeth depuis 26 ans, est la première personne sur laquelle ils se sont penchés. À première vue, Charles semblait être un pilier de la communauté, un pasteur respecté et aimé de sa congrégation.
Mais les enquêteurs savent que les apparences peuvent être trompeuses et qu'ils doivent explorer toutes les possibilités. En se penchant sur le passé de Charles, ils ont découvert un homme qui avait consacré sa vie à l'Église et à sa famille. Il était connu pour ses sermons charismatiques et sa foi inébranlable. Cependant, en creusant davantage, les enquêteurs ont commencé à découvrir une autre facette de Charles, une facette qui a fait sourciller et qui a alimenté les spéculations. Des rumeurs commencent à circuler sur l'infidélité présumée de Charles, avec des chuchotements sur des liaisons extra-conjugales et des relations secrètes. Certains ont même suggéré qu'Élisabeth avait confronté son mari à ces indiscrétions, ce qui avait conduit à une dispute houleuse qui avait tourné à la mort. L'enquête a pris une tournure dramatique lorsque les détectives ont cherché à découvrir la vérité derrière ces rumeurs. En interrogeant des amis, des membres de la famille et de la congrégation, ils ont commencé à dresser le portrait d'un mariage troublé, en proie à des secrets et à des tensions. La dévotion inébranlable d'Élisabeth envers sa famille l'avait apparemment rendue aveugle aux fissures de leur relation. Mais en épluchant les couches, les enquêteurs ont découvert un mariage rempli de ressentiment, de jalousie et de trahison. Les preuves contre Charles ont commencé à s'accumuler et les inspecteurs ont concentré leurs efforts sur la constitution d'un dossier contre lui. Ils ont méticuleusement recueilli les déclarations des témoins, analysé les relevés téléphoniques et passé au peigne fin les documents financiers à la recherche de la moindre preuve pouvant le relier au crime. La communauté a suivi l'évolution de l'enquête en retenant son souffle, partagé entre sa loyauté envers l'homme qu'elle connaissait comme son pasteur et la nécessité de rendre justice à Élisabeth. Procès et appel. Le procès du révérend Charles Sennett pour le meurtre de sa femme, Elizabeth Dorland Sennett, a bouleversé la communauté de Sheffield, en Alabama. La tension régnait dans la salle d'audience, tandis que l'accusation présentait son dossier, brossant le portrait d'un homme rongé par la jalousie et poussé à commettre un acte odieux. Les témoins se succèdent à la barre pour témoigner des difficultés du mariage de Charles et d'Elizabeth. Ils parlent de disputes, de confrontations et de l'infidélité présumée qui a entaché leur relation. L'accusation a soutenu que Charles, incapable de supporter l'idée de perdre sa femme ou de faire face aux conséquences de ses actes, avait eu recours à la violence. La défense, quant à elle, a brossé un tableau différent. Elle a présenté Charles comme un mari dévoué et un membre respecté de la communauté, suggérant que les preuves contre lui étaient au mieux circonstancielles. Elle a fait valoir qu'il y avait d'autres suspects potentiels qui auraient dû faire l'objet d'une enquête approfondie. Au fur et à mesure de l'avancement du procès, la communauté a suivi le procès en retenant son souffle, déchirée entre sa loyauté envers son ministre bien-aimé et son désir de justice. Les preuves présentées sont convaincantes, mais des doutes subsistent. Charles, l'homme en qui ils avaient confiance et qu'ils admiraient, pouvait-il vraiment être capable d'un crime aussi odieux? Après des semaines de témoignages et de délibérations, le jury a rendu son verdict. Le révérend Charles Sennett a été reconnu coupable du meurtre d'Elizabeth Dorland Sennett. La salle d'audience a été envahie par un mélange d'émotions, soulagement, tristesse et incrédulité. La communauté a dû se rendre à l'évidence que le chef spirituel en qui elle avait confiance était responsable d'un acte aussi horrible. Charles est condamné à la prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle. La communauté, autrefois unie par sa foi et son admiration pour son pasteur, se retrouve divisée. Certains soutiennent Charles, croient en son innocence et remettent en question l'équité du procès. D'autres éprouvent un sentiment de trahison, leur confiance ayant été ébranlée par la révélation de sa vraie nature. Lors du premier procès, Smith a également été condamné pour le meurtre d'Elizabeth Sennett. Le jury a recommandé la peine de mort par 10 voix contre 2. Le juge a condamné Smith à la peine de mort, malgré la recommandation du jury. La communauté a été laissée en état de choc et d'incrédulité. Au fur et à mesure du déroulement du procès, les détails choquants de l'intrigue du meurtre pour le compte d'autrui sont apparus, dressant un tableau effrayant de manipulation, de cupidité et de trahison. La salle d'audience est devenue le théâtre de la justice, l'accusation présentant un dossier construit sur des preuves qui ne laissent aucun doute sur l'implication de Smith. L'État a fait valoir que la somme d'argent inhabituellement élevée reçue par Smith peu après le meurtre, associée au témoignage d'un ami qui l'avait sollicité, constituait une preuve accablante contre lui. Et lorsque les aveux de Smith ont été ajoutés au mélange, la Cour les a jugés suffisants pour étayer sa condamnation. Mais Smith, désespéré d'échapper aux conséquences de ses actes, a fait appel, affirmant qu'il n'y avait pas suffisamment de preuves et que ses droits à une procédure régulière avaient été violés. La Cour sera bientôt confrontée à la tâche de déterminer la vérité au milieu d'un réseau d'arguments contradictoires. La première ligne de défense de M. Smith portait sur l'élément de gain pécuniaire. Il a fait valoir qu'il n'y avait pas suffisamment de preuves pour étayer sa condamnation à cet égard. Cependant, l'État a présenté un dossier convaincant, révélant que Smith était entré en possession d'une somme d'argent inhabituellement élevée peu après le meurtre.
Cet élément, associé au témoignage d'un ami selon lequel Smith l'avait sollicité pour qu'il participe à l'infraction, donnait une image accablante de la situation. La Cour a estimé que ces éléments de preuve, ainsi que les aveux de Smith, étaient suffisants pour étayer sa condamnation. Un autre argument soulevé par M. Smith concerne les instructions données au jury par la juridiction de jugement sur le doute raisonnable. Il a affirmé que ces instructions violèrent son droit à une procédure régulière. Cependant, la Cour n'est pas d'accord, déclarant que les instructions données étaient correctes et ne suggéraient pas un degré de doute plus élevé que celui requis pour l'acquittement. La Cour n'a trouvé aucun fondement à la demande de Smith et a confirmé la validité des instructions données au jury. Smith a également allégué que le procureur avait fait plusieurs commentaires inappropriés lors de ses plaidoiries finales. Toutefois, la Cour a examiné attentivement ces commentaires et a conclu qu'ils relevaient d'une argumentation appropriée. Les déclarations du procureur étaient fondées sur les preuves présentées et ne constituaient pas une erreur réversible. La Cour a souligné que les commentaires n'étaient pas une tentative inappropriée de commenter le fait que Smith n'avait pas témoigné. Les preuves de l'État n'ont pas été contredites, et le procureur avait le droit de le faire remarquer au jury. La Cour n'a pas trouvé d'erreur dans les commentaires du procureur concernant la responsabilité de la défense de produire certaines preuves. Même pendant la phase de sanction du procès, Smith a soulevé des questions concernant les commentaires du procureur. Toutefois, étant donné qu'aucune objection n'a été formulée à l'époque, ces commentaires ne seraient considérés comme une erreur réversible que s'ils atteignaient le niveau de l'erreur manifeste. La Cour a soigneusement examiné les commentaires et a déterminé qu'ils n'atteignaient pas ce seuil. Les commentaires ont été jugés admissibles dans le cadre de la plaidoirie finale, ce qui a renforcé la condamnation de M. Smith. L'équipe juridique de M. Smith a également fait valoir que la réponse de la juridiction de jugement à une question posée par le jury au cours de la phase de détermination de la peine avait induit le jury en erreur et violé le droit de M. Smith à une détermination fiable de sa peine. Toutefois, la Cour n'est pas d'accord, déclarant que la juridiction de jugement n'a pas laissé entendre que la décision du jury serait sans conséquence ou n'aurait pas d'influence sur le verdict final. La Cour n'a pas trouvé de fondement à la demande de Smith et a confirmé l'intégrité de la procédure de détermination de la peine. En outre, l'appel de Smith soulève des questions concernant les instructions données au jury sur les infractions moins graves, l'admissibilité de ses aveux et la légalité de la fouille et de l'arrestation. Toutefois, ces questions n'ayant pas été soulevées au cours du procès, la Cour n'a trouvé aucune trace d'illégalité dans le dossier. Les arguments de Smith sur ces questions ont été jugés sans fondement. Lors du deuxième procès de Smith, le jury a recommandé une peine de prison à vie. Cependant, à la surprise et à la consternation de beaucoup, le juge a rejeté leur recommandation et a de nouveau condamné Smith à la peine de mort. Cette décision controversée a amené la communauté à s'interroger sur le rôle du jury et le pouvoir du juge dans la détermination du sort final de l'accusé. Outre Smith, Parker a également été condamné à mort pour son implication dans la mort d'Elizabeth Sennett. Son exécution a eu lieu le 10 juin 2010 par injection létale. La ville a assisté avec horreur à l'exécution de la sentence, rappelant avec effroi les conséquences d'un acte aussi odieux. En revanche, Williams a connu un sort différent. Il a été condamné à la prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle. Enfermé derrière les barreaux, il passera le reste de ses jours à payer pour le rôle qu'il a joué dans cet événement tragique. Ces peines différentes mettent en évidence les complexités du système judiciaire et les différentes issues qui peuvent découler de crimes similaires. La communauté s'est retrouvée aux prises avec les destins contrastés de ces individus, s'interrogeant sur l'équité et la cohérence de la procédure de condamnation. Après avoir épuisé ses derniers recours contre la deuxième condamnation et la sentence, le sort de Smith était scellé. En 2022, il n'y avait plus de retour en arrière possible. Dilemme éthique. L'exécution de Kenneth Eugene Smith par hypoxie à l'azote a non seulement soulevé des questions éthiques, mais a également été contestée sur le plan juridique. L'équipe juridique de Kenneth Eugene Smith avait déjà contesté le projet de l'Alabama d'utiliser de l'azote dans l'antichambre de la mort, arguant du fait qu'il n'existait aucune preuve documentée de ses répercussions. Elle a accusé l'État d'utiliser Smith comme sujet d'expérience pour une exécution expérimentale. Toutefois, leurs demandes d'interruption de l'exécution ont finalement été rejetées. L'utilisation de l'hypoxie azotée comme méthode d'exécution a attiré l'attention et la condamnation de la communauté internationale. Des experts des droits de l'homme, dont le plus haut responsable des droits de l'homme aux Nations Unies, ont exprimé de sérieuses inquiétudes quant à la possibilité que cette méthode soit assimilée à de la torture ou à un traitement cruel, inhumain ou dégradant. Les partisans du gaz azoté soutiennent qu'il s'agit d'une solution plus humaine que les méthodes d'exécution traditionnelles. Ils affirment que l'utilisation de l'azote gazeux induit une mort paisible et sans douleur.
Selon le docteur John Pittman, partisan de cette méthode, l'individu soumis à l'hypoxie de l'azote s'évanouit essentiellement, n'éprouvant ni douleur ni souffrance. En fait, le protoxyde d'azote, communément appelé gaz hilarant, est utilisé en milieu médical pour réduire la douleur pendant les interventions chirurgicales. Cependant, les opposants à l'utilisation de l'azote comme méthode d'exécution soulèvent des préoccupations valables quant à son efficacité et à la possibilité de prolonger les souffrances. Les médecins et les anesthésistes remettent en question la conclusion selon laquelle l'azote gazeux garantit une mort sans douleur. L'American Veterinary Medical Association déconseille l'utilisation de l'azote pour l'euthanasie des animaux en raison de la difficulté à empêcher l'oxygène d'entrer, ce qui peut prolonger la mort et causer des souffrances inutiles. Des experts ont exprimé leur inquiétude quant aux souffrances potentielles liées à l'application d'une méthode d'exécution non testée. Ils ont souligné l'impact psychologique sur l'individu confronté à l'exécution, sachant qu'il attend d'être asphyxié. Ils estiment que cette méthode peut infliger une souffrance excessive, compromettant la dignité humaine de l'individu. D'un point de vue juridique, l'utilisation de l'azote gazeux soulève des questions constitutionnelles. Dans le cas de Kenneth Eugene Smith, ses avocats ont fait valoir que le protocole d'exécution et le fait qu'il serait la première personne à subir cette méthode violaient ses droits constitutionnels. Ils se sont inquiétés du masque utilisé pendant la procédure qui pourrait empêcher Smith de prier à haute voix, ce qui pourrait porter atteinte à sa liberté religieuse. L'affaire a été portée devant la Cour suprême des États-Unis, où la majorité des juges a statué en faveur de l'État, estimant que l'utilisation de l'azote gazeux était constitutionnelle. Ils ont cité la jurisprudence de la Cour suprême et déclaré que l'utilisation d'une méthode nouvelle et inédite ne constitue pas à elle seule une peine cruelle et inhabituelle au sens du 8e amendement. Toutefois, les juges dissidents ont exprimé leurs craintes quant à la possibilité d'une exécution cruelle et inhabituelle, en particulier si le gaz conduisait l'individu à s'étouffer dans son propre vomi. La controverse autour de l'utilisation de l'azote gazeux ne se limite pas à l'Alabama. Le Mississippi et l'Oklahoma ont également adopté cette méthode, bien qu'aucun des deux États ne l'ait utilisée ou n'ait programmé d'exécution à l'aide de gaz azoté à ce jour. L'adoption de cette méthode reflète les difficultés persistantes rencontrées par les États pour se procurer les médicaments nécessaires aux injections létales et les critiques de plus en plus nombreuses concernant leur utilisation. Il convient de noter que la législature de l'Alabama a approuvé les exécutions à l'azote en 2018, offrant aux condamnés à mort un délai de 30 jours pour choisir cette méthode. Toutefois, le processus de notification a suscité des inquiétudes, certains détenus affirmant qu'ils n'ont été informés de l'option que quelques jours avant la date limite, ce qui a créé une certaine confusion et limité leur capacité à prendre une décision en connaissance de cause. L'exécution de Kenneth Eugene Smith a non seulement laissé une marque indélébile sur le système de justice pénale, mais a également eu un impact émotionnel profond sur les familles concernées. Les familles de la victime, Elizabeth Sennett, et du condamné, Kenneth Eugene Smith, se sont retrouvées aux prises avec un mélange complexe d'émotions. Pour Michael Sennett, le fils d'Elizabeth, le pardon est un cheminement qui a commencé bien avant l'exécution. Il a expliqué que les 3 personnes impliquées dans l'affaire du meurtre pour le compte d'autrui avaient été incarcérées presque 2 fois plus longtemps qu'il n'avait connu sa mère. Alors que le pardon avait été accordé par le passé, l'exécution a suscité une nouvelle vague d'émotions et de réflexions. La charge émotionnelle s'est étendue au-delà des familles immédiates. Le révérend Charles Sennett, le mari d'Elizabeth et le cerveau du complot, s'est suicidé une semaine après la mort de sa femme. Cette tournure tragique des événements a mis en lumière le réseau complexe d'émotions et les conséquences dévastatrices de ce crime odieux. Des groupes de pression, tels que la Coalition contre la peine de mort, se sont saisis de cette affaire pour renouveler leurs appels à l'abolition de la peine capitale. Ils affirment que l'utilisation de l'azote gazeux, une méthode qui n'a pas été testée, met en évidence les défauts inhérents et le caractère arbitraire de la peine de mort. Ils plaident pour une évolution vers des approches de la justice plus humaines et plus axées sur la réadaptation. Des experts juridiques ont également exprimé des inquiétudes quant aux implications de cette exécution. Le professeur David Johnson, spécialiste du droit constitutionnel, s'interroge sur la constitutionnalité de l'utilisation d'une méthode d'exécution non testée. Il affirme que la décision de l'État de procéder à une exécution à l'azote gazeux, malgré l'absence de preuves scientifiques et les risques potentiels, peut violer les droits constitutionnels d'un individu. Cette affaire a relancé le débat sur la constitutionnalité et la moralité de la peine de mort. Les militants sont descendus dans la rue, organisant des manifestations et plaidant pour le changement. Ils affirment que l'utilisation de l'azote gazeux comme méthode d'exécution met en évidence la nécessité d'une réévaluation globale du système de justice pénale. Ils demandent que l'on mette l'accent sur la réhabilitation, que l'on s'attaque aux causes profondes de la criminalité et que l'on encourage les pratiques de justice réparatrice.
Alors que le débat sur la peine de mort se poursuit, l'utilisation de l'azote gazeux comme méthode d'exécution est devenue un point central des discussions sur l'éthique et l'humanité de la peine capitale. Le cas de Kenneth Eugene Smith a mis cette méthode controversée sous les feux de la rampe, incitant à réévaluer les limites de la punition et le risque de souffrances inutiles.